Très bien. Donc le sujet qu'on m'a confié, si j'ai bien compris, c'est des sujets imposés, plutôt des intitulés imposés, c'est l'alerte éthique au service de la déontologie, point d'interrogation. Alors, il faudrait en introduction revenir sur les rapports entre déontologie et éthique, ça a été déjà pas mal fait, mais quand même, alerte éthique. Pourquoi éthique? Le mot éthique, sauf erreur de ma part, n'apparaît pas dans les textes, et l'expression laisse quand même penser que l'alerte est dictée par des impératifs de conscience, par l'idée que le lanceur d'alerte se fait du bien ou de la justice, ce qui ne coïncide pas forcément avec ce que l'on veut lui faire dans le cadre de la protection de la déontologie. Et d'ailleurs, je me demanderais peut-être en conclusion si ce qualificatif d'éthique fait sens compte tenu du carcan dans lequel les lois successives enferment l'alerte en prétendant protéger le lanceur d'alerte. On nous a dit, je l'avais moi-même noté, que l'éthique invite le professionnel à réfléchir sur les valeurs qui motivent son action, alors que la déontologie, c'est finalement un ensemble de règles qui s'imposent à lui sans qu'il ait à réfléchir. On nous a dit que l'éthique, c'est quand la déontologie ne donne pas la réponse. Bon, j'y reviendrai, je serai bien obligée d'y revenir dans la contribution écrite, mais je vais donc ici aller vite également sur cette confrontation à cet égard entre le public et le privé, puisque c'est vrai que la déontologie, traditionnellement, ça connote plutôt le public, alors que l'éthique, on l'a beaucoup dit, hein, l'éthique des entreprises et tout, on m'a même dit que c'était la forme idéale de réconciliation du profit et de la vertu pour l'intérêt de l'entreprise et de ses employés. J'ai retenu la formule, donc j'y reviendrai, mais c'est vrai que la déontologie, on l'a définie aujourd'hui, depuis 2016, surtout pour les fonctionnaires. Alors, à partir de là, j'ai 4 points sur lesquels je ne passerai moins de 5 minutes, puisque j'en ai déjà utilisé au moins 3. Premièrement, l'alerte aspirée dans la sphère de la déontologie. Deuxièmement, le champ de l'alerte et le champ de la déontologie ne se recouvrent que partiellement. Troisièmement, la déontologie contre le lanceur d'alerte. Et enfin, une protection mal assurée. Alors, le premier point, c'est que l'alerte est effectivement aspirée par tous ces textes dans la sphère de la déontologie. Il y a d'abord un lien formel. La protection des lanceurs d'alerte est incorporée dans les textes et les dispositifs relatifs à la déontologie. On confie au déontologue le soin de recevoir les alertes. On nous dit que le référent déontologue peut intervenir dans la protection des lanceurs d'alerte au sein de la fonction publique, c'est le décret de 2017. Il peut aussi se voir confier la fonction de référent éthique. On pourrait parler également de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, etc., etc. Donc on voit bien comment ici on a lié juridiquement, formellement, les deux choses. Il y existe aussi, ça c'est le lien formel, il y a aussi un lien matériel, puisqu'on nous dit que l'alerte vise à et permet de dénoncer des violations de la déontologie, la lutte contre les manquements à la probité, la prévention des conflits d'intérêts. Et le problème, bien sûr, mais ça aussi il faudra le développer, c'est que si on voit bien où commence la déontologie, celle qu'il faut éventuellement, celle à laquelle les manquements, excusez-moi, c'est pas français, doivent être dénoncés. On ne sait pas toujours forcément où elle s'arrête. La corruption, oui. Les conflits d'intérêts, oui. La fraude fiscale, oui. La sécurité au travail, Christian Vigouroux nous a dit non. Les manipulations comptables des entreprises, oui. Enfin, il faudrait là aussi voir quels sont les items de la déontologie que l'alerte permet de dénoncer. Et enfin, toujours dans cette alerte aspirée dans la sphère de la déontologie, une procéduralisation, excusez-moi, qui enserre l'alerte dans un cadre nettement institutionnel. C'est tout ce qui est décrit à l'article 8 de la loi
qui vise manifestement l'alerte donnée dans un cadre institutionnel. La personne physique lanceur d'alerte porte le signalement à la connaissance du supérieur hiérarchique ou de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. Dans un second temps, etc., etc. Dans un troisième temps, à défaut de traitement, le signalement peut être rendu public. On nous dit aussi que les personnes morales de droit privé d'au moins 50 salariés sont tenues de mettre en place des procédures appropriées, etc. Et puis on voit bien aussi que les procédures, les protections du lanceur d'alerte, à part l'immunité pénale, sont aussi liées au cadre institutionnel, puisque l'interdiction des discriminations et des sanctions, etc., figure dans aussi bien le Code du travail que le statut des fonctionnaires. Donc on voit bien comment, de fait, l'alerte, ici, a été englobée dans le champ, dans la sphère de la déontologie. Et pourtant, deuxième point, le champ de l'alerte et le champ de la déontologie ne se recouvrent que très partiellement. D'abord, la déontologie excède le champ de l'alerte. J'avais noté que Olivier Dore avait écrit quelque chose que le régime général fixé à l'article 6 de la loi Sapin II coexistait avec les champs sectoriels d'intervention préexistants et que par conséquent, le lanceur d'alerte dans la fonction publique ne saurait constituer un garant de droit commun de la déontologie des agents publics. C'est bien ce que tu as dit, Olivier, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, on nous a dit aussi tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre, que le déontologue ne s'intéresse que très marginalement aux alertes. En fait, il a plein de choses à faire et les alertes, ce n'est qu'un tout petit bout. Donc, le rôle du lanceur d'alerte, il est important, mais il reste subsidiaire. Donc, manifestement, la déontologie excède le champ de l'alerte. Mais l'alerte, et c'est plus important peut-être, excède le champ de la déontologie. Déjà, on peut relever que chapitre 2 de la loi Sapin II, il n'est fait aucune référence ni à la déontologie, ni à l'éthique, ni à la probité. C'est seulement au chapitre 3 que l'on reparle des divers manquements à la probité. Déjà, on pourrait dire, en élargissant un tout petit peu le sujet, que les rapports entre déontologie et alerte dépendent de la conception qu'on a du lanceur d'alerte, selon qu'elle est large et étroite. Vous savez que la conception étroite, c'était celle du lanceur d'alerte qui, dans son champ professionnel, constate un danger grave et collectif, etc., etc. Et que petit à petit, cette conception du lanceur d'alerte s'est élargie et qu'on peut arriver à une conception plus large. Toute personne qui rompt le silence pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits de nature à violer un cadre légal ou entrer en conflit avec le bien commun, et même, dit le Conseil de l'Europe, toute personne soucieuse qui tire la sonnette d'alarme afin de faire cesser des agissements qui peuvent représenter un risque pour autrui. On voit bien que la conception large du lanceur d'alerte n'a plus forcément grand-chose à voir avec la déontologie. De la même façon, ça dépend du contenu de ce qui est divulgué. Est-ce que l'alerte porte sur des faits commis à l'intérieur de l'institution ou bien des atteintes aux droits et libertés, ou bien à des faits. Enfin, l'alerte peut concerner des tas de choses qui parfois n'ont aucun rapport avec une institution déterminée. Or, il me semble que pour qu'il y ait déontologie, il faut qu'il y ait quelque part une institution. Et puis, il y aurait à évoquer également, je le fais très rapidement, la question des lanceurs d'alerte, je dirais, externes. Il y a des exemples qui figurent dans le rapport du Conseil d'État, les registres qui permettent de consigner les alertes en matière de santé publique et d'environnement, l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui a mis en accès libre un formulaire de réclamation, etc. La loi de 2013 prévoit explicitement l'intervention de lanceurs d'alerte externes pour les risques graves pour la santé publique et l'environnement susceptibles d'être adressés à la Commission nationale de la déontologie et des alertes, etc., et qui peut venir de toute personne physique ou morale. Donc il y a bien des alertes qui sont également
extérieure à l'institution. Et là, je ne suis pas sûre qu'on soit encore dans le champ de la déontologie. Et puis, toujours pour démontrer que le champ de l'alerte et celui de la déontologie ne se recouvrent que partiellement, il faudrait rappeler que l'alerte ne vise pas seulement à dévoiler, mais ça renvoie un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur la définition étroite et la définition large du lanceur d'alerte. L'alerte ne vise pas seulement à dévoiler des atteintes à la déontologie, mais aussi d'autres types d'illégalité ou d'atteintes à l'intérêt général, et ceci se voit très bien, notamment dans toute la jurisprudence, et y compris la jurisprudence de la Cour européenne, qui lie la protection du lanceur d'alerte au devoir, enfin au droit à l'information et au devoir d'information, dans lequel elle voit une idée d'intérêt général. Et donc, il faudrait distinguer les cas où l'alerte vise à dénoncer les infractions aux obligations déontologiques ou bien à l'éthique de l'entreprise, des cas où elle vise à dénoncer des atteintes à l'intérêt général ou des violations des lois et règlements de façon générale. Troisièmement, et là ce sont des choses qui sont assez connues, que moi-même j'ai développé ailleurs, mais ça n'a rien d'original, à savoir que la déontologie peut se retourner contre le lanceur d'alerte, obéissance, discrétion et secret, loyauté. Pour le salarié, secret, discrétion, protection des données, loyauté. Pour l'agent public, discrétion, secret, obéissance, réserve. Et dans certains cas, dans beaucoup de cas, le signalement sera considéré comme la violation d'une obligation déontologique. Comme ceci est connu, je rappellerai simplement que l'alerte est difficilement compatible avec l'obligation d'obéissance hiérarchique, qu'elle peut même être interprétée comme une manifestation d'insubordination caractérisée, et cela d'ailleurs l'insubordination dans le secteur privé également. Elle n'est pas tellement compatible non plus avec le devoir de discrétion professionnelle qui protège les secrets de l'administration, ceux-là même que le lanceur d'alerte va dévoiler au grand jour. Enfin, au grand jour, il faut le dire vite, puisque justement, c'est ce que je montrerai en terminant, c'est tellement serré qu'il ne va rien dévoiler du tout. Elle entre l'alerte en conflit aussi avec le devoir de réserve à partir du moment où elle vise à donner, où elle revient à donner une publicité au comportement condamnable de l'administration à laquelle on appartient. Donc, à partir de là, on pourrait montrer comment l'obligation de signalement, l'obéissance hiérarchique et l'obligation de réserve se concilient difficilement. Ça s'est déjà posé avec l'article 40, enfin l'obligation de dénoncer des crimes et délits posés par l'article 40 du Code de procédure pénale. Comme le souligne Christian Vigouroux, compte tenu de l'importance et des conséquences d'une telle dénonciation, il est recommandé à l'agent public, sauf circonstances particulières, de recueillir l'aval de sa hiérarchie. Donc effectivement, si maintenant l'article 40 du CPP est subordonné à ce qu'on demande d'abord l'avis de sa hiérarchie, je pense que ça pose un petit problème. C'est-à-dire qu'à vouloir absolument concilier l'alerte avec des choses qui sont inconciliables, eh bien, on n'y arrivera jamais. Alerte et désobéissance, je l'ai déjà évoqué. L'arrêt Langneur qui a été maintenant intégré dans le code, dans le statut des fonctionnaires, d'abord parle de désobéissance aux ordres et pas aux lois, et puis la possibilité de désobéir est énoncée de façon tellement timide que ces conditions de réalisation sont rarement réunies, et c'est vrai que si le fonctionnaire veut désobéir, eh bien, c'est un pari pour lui. S'il désobéit à tort, eh bien, tant pis pour lui. Que l'alerte enfreigne les obligations de discrétion, de secret et de réserve, je l'ai déjà dit, et violation de l'obligation de loyauté. Là, il y aurait plus de choses éventuellement à dire, ce sera dans le papier écrit, et notamment, je pense que la loyauté, c'est ici fondamental, même si cette obligation de loyauté, elle n'est pas inscrite comme les autres obligations, mais Vigouroux, d'ailleurs, dans son livre, y consacre beaucoup de temps, et je pense qu'il a raison. La loyauté, c'est important aussi dans l'entreprise, et il est clair que l'alerte, c'est déloyal vis-à-vis de l'institution à laquelle on appartient. Je voudrais, comme quatrième point, rappeler aussi
et là, je crois que tous les commentaires que j'ai lus sur la loi le disent, que la protection du lanceur d'alerte est décidément mal assurée. Je l'ai dit, à vouloir absolument lier alerte et déontologie, on l'affaiblit, car dès l'instant où le lanceur d'alerte sort du champ strict de la déontologie, la protection devient aléatoire et il court des risques. Et finalement, on veut tellement l'encadrer qu'on veut la cantonner et la border. Beaucoup de commentateurs ont fait remarquer qu'il y avait déjà incertitude quant à l'objet de l'alerte légitime. Il est question, par exemple, de menaces ou préjudices graves pour l'intérêt général, et si l'on se réfère au débat parlementaire, il s'agirait de protéger des personnes qui révèlent des pratiques scandaleuses, mais qui ne violent aucune loi. Le scandale, comment vous l'appréhendez? À quel moment est-ce qu'on passe d'une menace pesant sur l'intérêt général à une menace grave sur l'intérêt général? La prudence donc voudra pour le lanceur d'alerte qu'il en soit, voudra qu'il ne se lance pas dans cette entreprise. Et puis, un véritable carcan procédural, l'immunité pénale en cas d'atteinte à un secret protégé existe, mais sous beaucoup de conditions, et la protection contre les représailles au sein de l'institution, elle aussi, est soumise à de nombreuses conditions que je ne vous reprends pas, mais ce qui est clair, c'est que dès le moment où l'on ne respecte pas cette procédure extrêmement contraignante, il n'y a plus de protection. Alors, je dirais qu'en conclusion, on a parlé ce matin de cercles vertueux entre le comportement éthique et l'intérêt de l'entreprise, peut-être, mais à partir du moment où, enfin, si vraiment on veut parler d'alerte éthique, moi je vois surtout ici une forme de bureaucratisation des lanceurs d'alerte. À force de soi-disant les protéger, on en sert la procédure, et finalement ça exclut bien entendu a fortiori ceux qui se placent dans l'illégalité, donc je dirais les vrais lanceurs d'alerte purs et durs, enfin les vrais lanceurs d'alerte éthiques, si vous voulez, qui prennent le risque de désobéir au nom de leur conscience. C'est ça, finalement, l'alerte éthique. Il est vrai que la désobéissance civile ne peut, par hypothèse, faire l'objet d'un encadrement juridique, mais je dirais qu'à force d'institutionnaliser, eh bien, est-ce qu'on n'ôte pas en même temps aux lanceurs d'alerte leur potentialité critique, qui est d'appuyer finalement là où ça fait mal. Mais ceci me renvoie finalement au point de départ, c'est-à-dire je pense que l'alerte telle qu'elle est ici évoquée dans tous ces textes dont on a parlé sur la déontologie, je pense que ça n'est pas l'alerte éthique, c'est tout au plus l'alerte déontologique qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'alerte éthique.